parle? Seul l'homme parle. Seul l'homme est doué du logos, disions-nous dans la séance précédente. La question est donc réglée. Mais quel est cet homme dont il est question? Existe-t-il? Ou est-ce une chimère qui serait fabriquée par les sciences du langage, par les linguistes? Cet homme serait dans ce cas un homo communicans, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de déchiffrer des signes, de comprendre, de se faire comprendre en puisant dans la langue, qui serait une sorte de trésor à la Jules Verne, dans lequel on irait puiser de façon illimitée ce dont on aurait besoin. Et ce trésor serait à la portée de tous. Cet homme serait un archétype dont la description pourrait correspondre à celle que Jean-Paul Sartre livrait de lui-même en conclusion des mots. Un homme fait de tous les hommes, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Un tel homme n'a probablement jamais existé. Et les linguistes, en donnant chair à cette vision, tombent dans l'illusion d'un communisme linguistique, c'est-à-dire d'une communauté humaine homogène où l'égalité formelle de la parole prévaudrait. Chacun s'exprimerait vers son prochain, qui serait son égal, et chercherait à le convaincre en utilisant les ressources de la raison. Avec cette vision, nous ne sommes pas très loin du mythe pré-babélique, c'est-à-dire du mythe d'avant Babel, où les hommes communiquaient tous entre eux et communiaient harmonieusement avant que Dieu n'intervienne et n'introduise le démon, le spectre, le serpent de la division. Si cette figure de l'homo communicans dont nous venons de parler n'est qu'une chimère, une abstraction, on en revient à la question initiale. Qui parle? Eh bien, Pierre Bourdieu nous dirait un être social, dans son ouvrage désormais classique, Ce que parler veut dire, et qui a été repris et augmenté dans cette édition Langage et pouvoir symbolique. Un être social, c'est-à-dire un agent, un acteur qui est pensé en situation, c'est-à-dire dans son ancrage dans le monde social, au croisement d'une double histoire. D'abord la grande histoire, avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire du temps long, celle qu'on trouve dans nos manuels scolaires, celle des institutions, la famille, l'État, l'école sont des institutions. Mais la langue peut être considérée également comme une institution. Or, si on se réfère à la langue comme une institution, ce n'est plus simplement un système de signes, comme nous l'avions vu dans la semaine qui a précédé. C'est également un produit social, une production sociale, c'est-à-dire une production configurée historiquement. Il faut alors se pencher sur le processus de construction d'une langue qui deviendra une langue officielle, reconnue par la Constitution comme la langue de la République, à savoir le français. On serait étonné de voir que notre français, le français que je suis en train de pratiquer et de parler devant vous, est une variante de la langue d'Oïl qui était pratiquée par les cercles érudits parisiens et qui s'est progressivement imposée à l'ensemble du territoire. D'abord, grâce à ou à cause de l'impulsion monarchique. Pensez bien que l'institution, l'Académie royale, l'Académie a été créée au XVIIe siècle. Et puis ensuite, ce qui a chamboulé le monde et notre ordre social, la Révolution française, n'a pas remis en cause la langue française. Bien au contraire, elle s'en est servie pour développer le sentiment national et unifier le territoire. Enfin, plus récemment, à partir du XIXe siècle, les médias, et en premier lieu la presse de masse qui se diffuse à partir du XIXe siècle, puis la télévision, puis la radio au XXe siècle, ont permis de standardiser et normaliser la langue, reléguant les patois, les différents dialectes, au rang de particularisme, d'ersatz du passé, d'anachronisme historique. L'école a elle aussi bien sûr joué ce rôle sous la Troisième République, en diffusant très largement le français comme langue officielle et légitime. Double histoire, hein, n'oublions pas. La grande histoire, celle avec le grand H, mais également la petite histoire, celle qui s'inscrit à l'échelle de ma vie, celle qui est liée à la construction de mon identité, de ma personnalité sociale. Et ça, grâce à la socialisation, concept de sociologie qui est lié à l'éducation. La socialisation a lieu dans ma famille, mais elle a lieu aussi à l'école ou auprès de mes pairs, même si la famille et l'école jouent un rôle absolument primordial. Auprès de ma famille, au cours de mon enfance,
j'acquiers des compétences, des savoirs, des connaissances. J'intériorise aussi, sans m'en rendre compte, des manières d'être, de me tenir, de me présenter, et aussi, et c'est ce qui nous intéresse ici, des manières de parler. Seulement, loin d'être ce trésor commun largement accessible à tous, le niveau de maîtrise, le degré de maîtrise de la langue va dépendre de notre environnement, du cadre dans lequel on va évoluer. On peut aisément imaginer qu'un enfant issu d'une vieille famille aristocratique lyonnaise n'aura pas exactement le même niveau de langue qu'un enfant issu d'une famille immigrée de première génération. On peut aisément imaginer qu'un enfant ayant grandi parmi les livres, au milieu des dictionnaires, des Becherel, n'aura pas exactement le même niveau de langue qu'un enfant ayant des parents n'ayant pas eu la chance de poursuivre des études supérieures, voire même des études tout court. Mais de mon rapport à la langue, celui que je vais acquérir au sein de ma famille, va également dépendre de mon rapport aux autres, à ceux qui sont extérieurs à cette famille, et au monde. L'accent, le rythme d'élocution, mon style articulatoire, est-ce que j'ouvre grand la bouche ou est-ce que j'ai tendance à marmonner? Tout ça va indiquer des choses. Nos manières de dire trahissent notre être social, qui nous sommes socialement, mais aussi notre position sociale. Imaginons maintenant un contexte social tout à fait officiel, une remise de médailles, un banquet, une remise de diplôme, un meeting avec des gens d'un haut niveau. Eh bien, les différences sociales vont s'exprimer dans ces circonstances. Prenons un bourgeois, un grand bourgeois ou un aristocrate, il va parler avec aisance, il va se distinguer, il sera à son aise. Prenez maintenant quelqu'un issu de la classe moyenne ou petite bourgeoise. Eh bien, il va savoir s'adapter. Il va imprimer à son corps une tension pour répondre aux codes et aux attentes du milieu dans lequel il se trouve. Simplement, son corps va le trahir. Ça va se voir. Les signes d'anxiété, de nervosité, qu'on peut déceler par exemple avec la main qui tremble, la main moite, vont dire qui il est et d'où il vient. Enfin, si vous prenez quelqu'un issu des classes populaires, eh bien, vous pouvez vous imaginer que quelqu'un qui ferait preuve d'habitude dans son environnement naturel de gouaille, grande gueule en somme, sera réservé sur la retenue, voire se censurera et ne s'autorisera pas à parler. Il s'emmurera dans le silence. La langue est donc aussi un rapport social. Elle façonne, elle dessine et elle limite nos perspectives et nos aspirations sociales. Étant donné que la langue, comme institution sociale, nous précède et nous survivra, et étant donné que la langue, comme rapport social, va former nos manières d'être, de nous tenir, de nous présenter et d'agir et de penser, eh bien, on peut soupçonner la question qu'on s'est posée qui parle de ne plus être opérante. Transformons-la, changeons tout. Plutôt que poser la question qui parle, ne devrait-on pas dire d'où parles-tu? D'où parles-tu? C'est une interjection, une injonction presque à répondre. Question qui n'est pas courante aujourd'hui, mais qui l'était en mai 68 et après mai 68, lorsque la jeunesse révoltée interrogeait tous les signes d'autorité et remettait en cause toute forme d'autorité constituée, comme celle que j'ai présentement devant vous, vous qui m'écoutez. En mai 68, cette interpellation était collective, notamment lors des assemblées générales, et pouvait entraîner certaines dérives, voire excès. On se souvient par exemple du grand philosophe Paul Ricoeur, qui est le maître à penser d'un président français actuel, qui s'est retrouvé avec une poubelle sur la tête lors d'une assemblée avec les étudiants. Dégoûté par l'attitude du corps étudiant, celui-ci a poursuivi sa carrière universitaire aux États-Unis. Vous voyez, ça peut avoir un impact assez conséquent. Au-delà de l'anecdote que je viens de vous raconter, ce qui est important dans cette expression, d'où parles-tu, c'est que lorsqu'on parle, on parle toujours depuis un endroit. D'où je parle. Un endroit, c'est un groupe. Prenez le porte-parole d'un parti politique par exemple. Il ne s'exprime pas en son nom, il s'exprime au nom du groupe. Ce groupe auquel il appartient et qui lui a délégué son autorité. C'est le cas pour le porte-parole qui est d'une certaine façon le représentant, voire le ventriloque du groupe, mais c'est aussi le cas pour chacun d'entre nous. Je pourrais me poser la question, d'où suis-je en train de parler, moi, Olivier Jacquemont? De quelle autorité je me réclame? De quelle autorité je me prévaux
pour m'exprimer devant vous et croire, prétendre être écouté par vous-même. Ce n'est pas une simple question d'aisance orale, de charisme, si j'ose dire. C'est que la langue exprime autre chose que la langue. Elle parle depuis un autre endroit, celui de l'autorité qui nous est conférée. Comme si la langue était le cheval de Troie du pouvoir et de la domination. On touche là à une limite essentielle du communisme linguistique dont nous parlions tout à l'heure et que dénonçait Pierre Bourdieu. N'importe qui ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Si c'est vrai dans l'absolu, ce n'est plus vrai dans le concret et ce serait même une erreur de s'adresser à n'importe qui d'une façon qui ne conviendrait pas. Ainsi, si j'ai autorité dans une classe physique à vous exclure, il paraît invraisemblable qu'un étudiant puisse me demander de quitter mon propre cours. La distinction qui s'opère entre la parole de l'étudiant et la parole du professeur dans cette salle de classe, mais aussi du politique devant une assemblée face à son audience, c'est que la parole du professeur va être entendue, elle va être crue, elle va être obéie, elle va être suivie des faits. Ce qui ne sera pas le cas de la parole de l'étudiant demandant au professeur de sortir. C'est-à-dire qu'il va falloir enrichir le modèle que nous avions proposé lors de notre précédente séance. Nous avions évoqué, souvenez-vous-en, 3 registres de la langue. S'exprimer et exprimer, informer et convaincre. Il y aurait donc une 3e dimension, une 4e dimension plus exactement, enfouie dans la langue, qui serait cachée, qui serait le rappel à l'ordre social, le rappel à la conservation des écarts sociaux entre les classes sociales. La langue serait donc un instrument de pouvoir, de domination et surtout de la violence symbolique. Qu'est-ce que cette violence symbolique? C'est une violence qui est reconnue par tous, qui n'est pas perçue comme telle, qui est perçue comme étant légitime. Pour la langue, c'est simple. Chacun d'entre nous, vous y compris et moi ici, nous reconnaissons la langue légitime. Nous savons la reconnaître puisque nous avons suivi l'apprentissage de la langue, notamment à l'école, qui nous inculque cette langue légitime. Mais nous ne la maîtrisons pas tous de façon équitable. Je la reconnais, mais je ne la maîtrise pas forcément comme mon prochain. Je la reconnais, mais ce que je ne vois pas derrière elle, c'est justement les effets de domination qu'elle cache. Je la reconnais et je méconnais la domination qu'elle dissimule. Que peut-on conclure de tout le cheminement que nous venons d'accomplir? La langue est certainement un instrument d'émancipation et d'élaboration d'un monde commun. Nous l'avions dit lors de la précédente séance. C'est également, et on a peut-être plus insisté sur ça aujourd'hui, un élément de domination, d'oppression, d'aliénation. N'oublions jamais que la langue exclut, elle isole, elle enferme.